Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 3 minutes dans les collections de la ville, et on va parler aujourd'hui d'un dessin d'Auguste de Laval qui représente l'entrée de la rue Morissette. Alors, bref rappel biographique de qui est Auguste de Laval, mais on l'avait déjà évoqué dans une vidéo. Je vous mettrai le lien au-dessus, comme on fait d'habitude. Vous pourrez aller l'écouter si ça vous intéresse. Alors, rapidement, Auguste de Laval est né à Nevers en 1875. Il va mourir à Hennebont en 1962, à l'âge de 87 ans. Ce qui le relie à il est architecte, il fait ses études à Paris, mais ce qui le relie avec Hennebont, c'est qu'il épouse en 1909 Alice Lambert. Alice Lambert est issue de la famille de Bruyère, une famille importante, à qui l'on doit notamment la création et l'installation d'une poterie industrielle en bas de la ville close, plus exactement entre l'enceinte et le Blavet, sur l'esplanade aujourd'hui, que l'on appelle la poterie. Auguste de Laval va être un architecte extrêmement prolifique, va beaucoup travailler en Extrême-Orient, dans les anciennes colonies françaises, en Indochine, avec notamment la réalisation de musées, de lycées et d'écoles en terre extrême-orientale. Il va également réaliser pour l'exposition coloniale de Marseille une copie du temple d'Angkor Wat, et puis on va le retrouver en 1925 au moment de la grande exposition dite des arts décoratifs. D'ailleurs je dis 25, je pense 1927, où il va réaliser un pavillon cochin chinois. Donc un personnage extrêmement prolifique et qui a laissé de très très importantes réalisations. Il prend sa retraite en 1934, il s'installe à Hennebont, il habite à l'époque sur les quais. Aujourd'hui, alors ce sont des bâtiments qui ont disparu pendant la guerre, à la fin de la guerre, et il habitait à peu près sur le parking de la porte d'en bas. C'est là où se trouvait sa maison. Toutefois, pendant la guerre, il s'exile, il part du côté de Nevers, d'où il est originaire. Et il ne reviendra que dans les années 50. Évidemment, sa maison est détruite et il va s'installer du côté de la cité des Haras, rue Paul Langevin, où il mourra en 1962, à l'âge de 87 ans. Il nous a laissé énormément de dessins. La ville d'Hennebont a fait acquisition dans les années 80 d'une collection extrêmement importante de ses dessins. Je crois que ça doit être même 1992, si je ne dis pas de bêtises. Et on a des dessins, des aquarelles qui montrent son travail en Extrême-Orient, mais aussi des vues d'Hennebont, et qui sont intéressantes parce qu'elles sont pour une majeure partie des vues d'Hennebont avant-guerre. Donc sont également, en plus d'être des œuvres d'art, un témoignage de ce qu'était la ville. Et c'est le cas ici, sur cette vue de la rue Morissette. Alors on est en haut de la rue, en gros c'est un petit peu comme si vous étiez dans la rue des Jacques, avec à main gauche la rue de la Prison et à main droite la descente vers la rue Morissette. On remarque ici l'angle d'une maison qui a disparu. On voit que c'est une maison en pierre, avec un angle qui est biaisé, qui est incliné, ce qui devait permettre à cet endroit-là, comme c'était la rue principale, la rue de la Prison, de pouvoir tourner dans la rue sans accrocher la charrette. Cette maison, qui est sans doute l'auberge du Chapeau Rouge, possède en plus une niche, vous voyez en hauteur, une niche avec un fronton typique du XVIIe siècle, avec à l'intérieur une statue de saint. Et il était assez souvent l'usage que l'on mette une niche avec une statue d'un saint dans une maison importante, de façon à la protéger, à la mettre sous la protection de ce saint. On peut aussi se dire que, positionné ici, on est à un carrefour, et un peu comme les croix de chemin, une statue de saint à un carrefour, ça vous permet de faire très rapidement une prière, pour espérer que le choix que vous allez faire, je vais à droite ou je vais à gauche, soit un choix qui soit favorable.
Quand on continue à descendre la rue, on note qu'on a un caniveau central qui a représenté deux petites silhouettes, avec des traits assez vifs, sans doute pour donner aussi une échelle dans le dessin et puis l'animer un peu. On distingue, qui est encore visible aujourd'hui, et la seule chose visible aujourd'hui, le mur ici de la propriété de l'hôtel de Perrien. Vous avez juste après l'auberge du Chapeau Rouge, l'hôtel de Mélien, que vous avez ici, et puis après, la chapelle de la Congrégation. La chapelle de la Congrégation est fondée en 1678. C'est une chapelle où viennent se recueillir des laïcs. La congrégation, c'est un ordre religieux, mais pour des laïcs. Ce sont les endroits où ils se retrouvent pour pouvoir prier ensemble, gérer ensemble les funérailles de chacun des membres de la congrégation. Celle-ci est fondée par Vincent de Beaujoin. Et parmi les fondateurs, on retrouve David de Cléguenec, seigneur de Mélien. Mélien, c'est à Cléguer. Et la maison que vous avez ici, c'est l'hôtel de Mélien. Donc, sans doute que cette chapelle a été construite sur un terrain qui appartenait au seigneur de Mélien. Donc, il est considéré comme fondateur. Alors, on distingue ici cette façade, c'est un bâtiment en L, donc c'est une des extrémités. On va voir la porte d'entrée, on a une corniche qui est positionnée juste au-dessus. Vous aviez au milieu de la corniche une espèce un cartouche avec des éléments retroussés qu'on appelle des cuirs, dans lequel on avait sans doute dans ce petit cartouche ovale, on a souvent le nom de la chapelle, de la dédicace, donc on peut avoir ici peut-être un M et un A pour faire Maria, puisqu'elle est consacrée à Notre-Dame. Vous aviez au-dessus, on distingue au-dessus de la corniche, qu'il a fait avec juste un trait assez long, on a l'évocation de la niche dans laquelle se trouve une statue de Notre-Dame, avec de part et d'autre des fenêtres qui éclairaient la tribune. On connaît aussi la façade de cette chapelle parce qu'il existe une carte postale, tout simplement, où on voit ces éléments-là. Puis vous avez tout en haut un oculus sur le pignon qui fait rentrer pleinement de la lumière dans la nef de l'édifice. Alors cette chapelle de la Congrégation a été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, après les bombardements d'août 1944, il ne reste plus rien. Elle devait être reconstruite, il y a eu un projet et finalement la ville a préféré que la somme qui était prévue pour sa reconstruction soit transférée sur Notre-Dame de Paradis, et c'est ce qui a notamment permis de construire, de refaire une partie des vitraux de Max Saint-Grand. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et on se retrouve bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de ces 3 minutes dans les collections de la ville d'Hennebont pour vous présenter un dessin de Jules Noël qui fait partie des collections de la ville. La ville en a fait acquisition en 2012. C'est un dessin très intéressant, c'est un dessin préparatoire, c'est-à-dire qu'il a servi à Jules Noël à réaliser une toile. Alors je ne pourrais pas vous montrer la toile parce qu'elle est dans une collection particulière, mais si vous fouillez sur internet, vous devriez arriver à la trouver. Alors d'abord, qui est Jules Noël? Jules Noël est né à Nancy en janvier 1810, il va mourir à Mustapha en Algérie en 1880. Il passe son enfance en Bretagne, notamment une partie dans le Morbihan. C'est son père qui lui enseigne ses premiers rudiments de dessin. Et puis ensuite, il va aller se perfectionner à Brest et rejoindre la capitale. De 1840 à 1879, il fera partie du Salon, cette grande réunion des artistes dans laquelle il faut être pour vendre. Il fait énormément de tableaux et de dessins qui représentent la Bretagne, les rivages, et beaucoup de dessins et quelques peintures qui évoquent la ville d'Hennebont. Pour en finir sur sa biographie, en 1845, il obtiendra la chaire de dessin au lycée Henri IV. Alors le dessin que nous avons ici
je vous disais, dessin préparatoire, eh bien, il montre tout simplement une procession. Alors, j'aurais aimé vous dire que c'était la procession de Notre-Dame du Vœu, mais honnêtement, on n'en sait rien. La procession du Vœu, certes, est là depuis le début du XVIIIe siècle, mais elle prend surtout un regain extrêmement important à la fin du XIXe siècle, qui culminera par, évidemment, le centenaire le bicentenaire du Vœu. Alors, peut-être que c'est la procession du Vœu, mais c'est peut-être aussi la fête Dieu, qui était une procession extrêmement courue, qui avait lieu entre avril et mai, et qui était une procession très importante. Donc sur ce dessin, on reconnaît Hennebont a évidemment un bâtiment emblématique, qui est dans le fond la basilique que vous avez ici. Alors c'est un dessin qui est au fusain, au crayon, avec quelques rehaus de blanc, comme ça, hein, sans doute de la gouache. Donc vous avez ici les pignons de maisons qui ont aujourd'hui disparu. Hein, ils font partie, hélas, des maisons qui ont été détruites lors des bombardements, mais sur les cartes postales anciennes, vous les retrouverez assez facilement. Vous avez devant la procession. Alors il y a des petites différences par rapport au tableau. Sur le tableau, c'est la statue de la Vierge qui est portée en avant. Or ici, on a plutôt les bannières. La statue se trouve juste derrière. Et derrière la statue, on voit un dais, une espèce de tente, hein, sur des pieds à cet endroit-là, eh bien, où on porte le Saint-Sacrement. C'est pour ça qu'il fait aussi penser à cette fête de la fête Dieu. Par rapport à la toile, il manque un élément. Sur la toile, vous avez les maisons qui sont placées ici, qui sont représentées et facilement reconnaissables aussi sur les vieilles cartes postales. Voilà, c'était une présentation d'un des dessins des collections de la ville. On se retrouve bientôt pour une nouvelle œuvre. Au revoir, merci. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série 3 minutes dans les collections de la ville. Et aujourd'hui, on va regarder un dossier préparatoire de Jean-Bertrand Pégaugier. C'est un dessin qui a permis la réalisation d'un tableau qui s'appelle Pardon Breton, Quiberon. Alors c'est un tableau qui a été mis en vente en octobre 2010 à Drouot, donc il est probablement dans une collection privée. Mais si vous faites une recherche sur Internet, vous devriez pouvoir l'apercevoir. Ce dessin, est un don qui a été fait à la ville par un couple hein, en 2017. Hein. Vous savez que la ville a une politique d'acquisition de dessins et également, eh bien, elle peut bénéficier de dons qui permettent eh bien, d'enrichir cette collection. Alors tout d'abord, quelques petits points biographiques sur Jean-Bertrand Pégaugier. Jean-Bertrand Pégaugier est né à Salamanque, en Espagne, en 1877, parce que son père était en exil là-bas. Hein. Son père va venir s'installer dans les années 1879 à Hennebont, à Bellevue. C'est sur la route de Port-Louis, au-dessus du Blavet. Et Jean-Bertrand Pégaugier mourra à l'âge de 37 ans en 1915 à Moulins-sur-Touvent, au front tout simplement, pendant la Première Guerre mondiale. Si vous voulez plus d'informations sur Jean-Bertrand Pégaugier, je vous invite à aller voir la vidéo, l'épisode 23, hein, dans la série sur les personnages de la ville. Vous avez une présentation de Jean-Bertrand Pégaugier et également du tableau La Grève, qui fait partie des collections de la ville. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien juste au-dessus ici. Jean-Bertrand Pégaugier est donc peintre. Il peint la Bretagne, mais il dessine, il croque beaucoup. Il va passer une partie de sa vie également en région parisienne, tout en étant bien inscrit dans les réseaux bretons, et va notamment est connu pour une célèbre série de lithographies sur les inondations de la Seine, qui vont être publiées dans cette revue. Donc il a une certaine habitude du dessin. On sait également que jusqu'à ces derniers instants, quasiment, il croquait, puisqu'il était en train de dessiner dans la tranchée avant l'assaut et l'obus qui lui a pris la vie. Alors ce dessin, comme je l'ai dit, hein, qui a été offert à la ville en 2017, ainsi qu'un petit portrait de Jean-Bertrand Pégaugier que vous voyez en ce moment. Eh bien, ce dessin est ici encadré. Alors, c'est pas évident de le voir avec la vitre. Les détails, je vous les montrerai à partir de photographies un petit peu arrangées, hein,
qu'on a pris en post-traitement pour que vous puissiez avoir une vision un peu claire de ce qui est juste du crayon sur papier. Alors ce dessin qui fait à peu près 30 cm sur 20, et donc un dessin préparatoire pour un tableau qui s'appelle Pardon en Bretagne. Et effectivement, on est dans une scène champêtre. On distingue ici avec les traits que l'on a là, la meule de foin et puis les arbres qui sont de l'autre côté. Et puis vous avez au milieu, formant une ligne, eh bien, différents groupes de danseurs qui sont surplombés ici par le musicien qui entraîne un petit peu tout le monde. Il doit être, comme c'était souvent le cas, on le voit dans la carte postale, juché sur un tonneau ou un peu en hauteur. Hein. Il fait une espèce d'axe ici. Vous avez la présence de couples. Alors vous avez ici un couple de danseurs, hein, avec la jeune femme qui porte sa coiffe, et puis ils se tiennent tous les deux la main et font un peu comme une sorte de pivot, hein, non loin du musicien qui lui aussi est une espèce de point autour duquel tout le groupe tourne. Hein. On a là un groupe beaucoup plus rassemblé de danseurs qui sont en train de s'approcher les uns les autres. Donc on voit le mouvement qui est rendu dans le dessin. Et puis vous avez un couple ici sur le côté, un trio, hein, de danseurs que l'on aperçoit là. Et puis d'autres qui sont ici, dont certains sont assis au pied de la meule en train de se reposer, peut-être de se rafraîchir. Donc c'est un dessin extrêmement intéressant et qui montre l'intérêt que Pégot portait évidemment à cette Bretagne de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. On conserve de Jean-Bertrand Pégogy dans les collections de la ville d'autres dessins. Je vous ne les montrerai pas tous parce qu'il y en a beaucoup. Ce sont des croquis, des épreuves de travail. On voit, il a juste dessiné des branches d'arbres, des dessins à le bord du Blavet. Hein, il n'y a pas tellement de narration, on sent vraiment les choses qui sont prises comme ça sur le vif pour pouvoir bien les intégrer ou les construire dans un autre dessin en vue d'une peinture. Évidemment, ici, il manque les couleurs que l'on voit sur le tableau, qui sont des couleurs beaucoup plus chaudes, hein, qui effectivement donnent un tout autre aspect à ce dessin. Et puis j'allais oublier, vous avez la signature en dessous, hein, de Jean-Bertrand Pégogy, hein, le célèbre Pégot, la façon dont il le signe. Voilà, c'était la présentation de ce dessin de Jean-Bertrand Pégogy, un pardon breton, Quiberon. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre série 3 minutes dans les collections de la ville. Et on va aujourd'hui s'intéresser à ce tableau qui est une nouvelle entrée dans les collections de la ville d'Hennebont. Il s'agit tout simplement d'un tableau intitulé Le Port d'Hennebont qui date de 1878 et qui est l'œuvre du peintre Gaston Roulet. Alors petite particularité, hein, donc je vous le disais, cette œuvre vient d'entrer dans les collections de la ville et elle est le fruit d'un don. Le don de la famille Ledéo, qui sont les enfants de monsieur Joseph Ledéo, qui est décédé l'an passé, qui était notaire et conseiller municipal de la ville. Et eh bien, la famille a souhaité que cette œuvre reste dans les collections publiques et puisse être admirée par les habitants. Alors rapidement, pour vous présenter qui est Gaston Roulet. Gaston Roulet est né en 1847 à Ars-en-Ré, dans l'île de Ré, hein, donc en actuelle Charente-Maritime. Il va mourir à Paris en 1925 et lorsqu'il peint ce tableau, il a 31 ans. Il est marié depuis 4 ans à la fille de Jules Noël, Marie-Caroline Noël. C'est intéressant parce que c'est sans doute Jules Noël, hein, ce peintre que l'on connaît bien sur Hennebont, puisqu'on a la chance d'avoir des dessins de lui et un tableau devenu assez connu, hein, qui s'intitule la marchande de cochons. Et c'est sans doute Jules Noël qui introduit Gaston Roulet en Bretagne et autour des dessins et des paysages morbihanais. Plus tard, hein, longtemps après ce tableau, en 1885, Gaston Roulet sera nommé peintre des départements des colonies et de la marine.
ce qui lui vaudra de réaliser énormément de peintures, de représentations de vues de ports, de ports de France, mais également d'aller dans les colonies, que ce soit au Tonkin, en Tunisie, mais il ira également en Nouvelle-Calédonie. Un petit peu tout ce qui est cette caractéristique des peintres de la marine. Ce tableau est signé et il porte en bas une plaque, la plaque qui était sans doute celle qui avait été apposée lors du salon de la Société des artistes français, puisqu'il est présenté au cours de ce salon le 12 mai 1878. On a la chance de conserver le catalogue, donc on sait où était placé ce tableau, dans la grande galerie du Palais des Champs-Élysées. Il avait le numéro d'inventaire 2610, donc une grande œuvre qui représente le port de la ville. Pour revenir un petit peu sur l'historique de cette œuvre, donc monsieur Joseph Le Déaut en a fait acquisition dans les années 60, au moment du démantèlement et de la fin des forges d'Hennebont, puisqu'il semblerait que ce tableau ait orné le bureau du directeur des forges. Alors, en revanche, on ne sait pas quand l'acquisition a été faite. Ce qui est quand même intéressant, c'est que en 1878, au moment où le tableau est peint, le directeur des forges est Émile Trottier, mais il est également le maire d'Hennebont. Enfin, il sera maire d'Hennebont de 1878 à 1888. Donc on est à peu près dans des périodes concomitantes. On a aussi un autre élément intéressant sur l'historique de ce tableau et du don qui a pu et de son entrée dans l'histoire de la ville, si l'on veut, c'est qu'on a vu qu'il avait été présenté en mai 1878 à Paris, donc il était réalisé à cette époque, et il se trouve que le 28 août de cette même année, Gaston Roulet déclare la naissance de son fils à l'état civil, puisqu'il va naître le 28 août 1878, et que l'officier d'état civil, celui qui remplit cet acte de naissance, c'est le maire Émile Trottier. Alors est-ce qu'il y avait des liens et des connivences entre le peintre et le directeur des forges et un tout nouveau maire? Ça, on ne le sait pas pour l'instant, peut-être que d'autres éléments d'archives viendront nous le dire, mais le fait c'est que cette œuvre est venue orner le bureau du directeur des forges. Alors ce tableau, c'est une huile sur toile assez grande, avec un cadre assez solide qui le maintient. Il est en relativement bon état, il aurait peut-être besoin un petit peu de nettoyage, et à certains endroits, je ne sais pas si vous le voyez, la toile aurait besoin d'être un petit peu retendue. Mais globalement, c'est une œuvre de bonne tenue, et qui représente évidemment le port d'Hennebont. Alors on est dans le port d'Hennebont en 1878. Petite particularité avec la signature, Hennebont est écrit sans T. C'est une particularité qu'on arrive à retrouver assez souvent. Le T peut être un peu supprimé. On le trouve dans certains documents, dans certains courriers. On ne le prononce pas. Alors est-ce que il n'est pas écrit, et non plus sur la plaque que vous avez ici. Alors il s'agit du port, évidemment, le Blavet et le port en pleine animation. D'ailleurs, c'est intéressant d'imaginer que sans doute le capitaine d'industrie et maire d'Hennebont, qui était Émile Trottier, pouvait ainsi avoir sous les yeux dans son bureau une représentation de la période industrieuse et économique de la ville qu'il dirigeait. La composition de ce tableau est relativement simple. Vous avez une ligne d'horizon placée à peu près aux 2/3 qui dégage une grande vue sur le ciel et puis qui crée un certain dynamisme dans l'écriture de cette œuvre. Vous avez également un jeu très intéressant avec les diagonales. Si l'on prend l'alignement des mailles, des vergues, et puis qu'on prend aussi ceux qui sont là, on va se rendre compte, d'ailleurs c'est la même chose avec le dessin de la coque, on va se rendre compte qu'on a une espèce de point de fuite qui se trouve à peu près ici, à l'endroit où on va trouver au fond l'hôtel de Mauduit, ce grand hôtel du XVIIIe siècle qui avait été construit par et pour le chevalier de Mauduit et qui à cette époque-là est devenu une poterie industrielle et qui se trouve sur les quais. Aujourd'hui c'est l'emplacement du square Mauduit. Et puis vous avez juste devant le pont de Pierre, qui est un pont qui a à peine 10 ans à cette époque-là, puisqu'il a été construit en 1868. Évidemment, on n'a pas le pont Jeanne Laflamme, puisque celui-ci ne sera construit qu'en 1953. Donc on a cette espèce de position avec ces grandes lignes et qui crée une espèce d'aspiration. Le regard est naturellement attiré
vers ce point-là, qui est légèrement décalé, ce qui fait qu'on n'a pas un équilibre complet qui serait peut-être un petit peu trop rigide, mais on a vraiment cet effet de mouvement avec cette représentation décalée. Particularité, il existe d'autres tableaux de Gaston Roulet, mais également les tableaux de Jules Noël, où on a une telle composition de navires dans un port, avec un placé complètement sur cette partie-là, un autre ici un petit peu plus petit, et qui crée cet effet de goulet d'aspiration et d'entrée dans le port. Vous avez aussi, c'est tout à fait visible, un jeu aussi sur cette perspective quasiment atmosphérique, avec le jeu sur le ciel. Plus l'on descend, plus on est sur une lumière claire, lumière qui va se refléter en dessous sur la rivière. Donc on crée une espèce de lien ainsi entre les deux éléments. On est ici sans doute peut-être en fin de journée, puisque la lumière semble être ce côté-ci qui est le côté ouest. Après, je vois il y a un peu de rose dedans, ça pourrait être aussi le lever, puisque le soleil se trouve de ce côté-ci. Là, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu présomptueux de vouloir donner l'heure de représentation. Au premier plan, les navires que l'on voit ici sont navires de type brick goélette. Ce sont des navires de commerce qui sont chargés évidemment de transport, d'emmener et de ramener des matériaux. Vous notez les pavillons, des pavillons français, mais également un pavillon ici qui est un pavillon britannique, avec ce pavillon ici qui est bleu avec une croix blanche qui marque un navire de commerce. Et on sait qu'on a des échanges qui sont extrêmement importants, notamment avec le pays de Galles, puisqu'on leur envoie des poteaux de mine faits avec des arbres qui sont pris dans la vallée du Blavet, qui permettent d'étayer les mines qui sont ici. Donc on a un exemple d'une activité, vous voyez, avec tous les marins avec leur veste rouge qui s'agitent autour du navire. À propos de la teinte rouge, on la trouve effectivement en quelques points ici. Vous la retrouvez aussi avec les grandes voiles qui sont là. Alors il semblerait que là il y ait eu peut-être une petite retouche ultérieure qui a été faite, qu'on ait rajouté un petit peu de rouge. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est qu'avec ce rouge, vous avez une espèce de forme triangulaire qui embrasse à peu près celle du navire, donc qui pose aussi, presque un peu pyramidal, qui pose aussi et qui stabilise ce côté-là du dessin. Tout au fond ici, on a les collines, d'abord de Saint-Caradec et ensuite de la vieille ville, avec quelques petits détails, comme le petit toit en pavillon que vous avez là, un petit toit triangulaire, c'est pas du tout un clocher, mais c'est un des pavillons qui se trouvait en vieille ville, que l'on voit très nettement sur les cartes postales anciennes. De même, de l'autre côté, vous avez la colline du Mont d'Hélice avec les arbres, et avec posé en haut, on voit une architecture qui se trouve là. Peut-être s'agit-il du château du Mont d'Hélice qui se trouvait sur cette colline et qui a été victime des destructions de la Seconde Guerre mondiale. C'est aujourd'hui où se trouve le lotissement, au-dessus de l'avenue de la République, si je ne dis pas de bêtises, et qui est représenté ici. De ce côté-là, c'est la route de Port-Louis, le début de la route de Port-Louis. Au XIXe siècle, c'est une route qui est assez nouvelle, puisque auparavant, on va passer par au-dessus, par le Mont d'Hélice puis Kériway, avec ces grands arbres. Donc là aussi, c'est un paysage qu'on trouve assez souvent sur les cartes postales des années 1900 à 1920, donc avant la Première Guerre mondiale, et surtout avant les grandes destructions qui touchent la ville, avec quelques petites maisons de bois que vous avez ici, que l'on voit très nettement sur les cartes postales. Il semblerait qu'on ait un petit peu l'angle d'un quai ici. Si c'est celui-là, c'est peut-être aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans Hennebont et que vous franchissez le pont Jeanne-la-Flamme, vous avez un espèce de quai, une avancée qui est ici à peu près devant la Villa Offredou. Et c'est peut-être cet angle que je trouve à cet endroit-là. Donc on a un quai extrêmement arboré, avec la présence de ces arbres. On vous distingue peut-être, mais c'est pas sûr, dans le fond, ici, la maison de l'octroi, qui se trouvait également sur les quais. Voilà la présentation de ce très beau tableau, donc ce tableau de Gaston Roulet qui date de 1878 et qui s'intitule le port d'Hennebont. Alors un tableau qui évidemment a un intérêt pictural indéniable, a aussi un intérêt historique, puisque c'est une vue que l'on a de la ville d'Hennebont, presque qui nous montre quelle pouvait être l'ambiance sur les quais d'Hennebont lorsque ces grands navires venaient y accoster et que venaient s'affairer les marins tout autour. Il faut remarquer qu'on a d'autres, on a sur une chaloupe, on a d'autres navires qui circulent autour, donc on a vraiment une activité qui est mise en place. Il a un intérêt aussi intéressant dans le lien qu'il a pu avoir avec les forges d'Hennebont, avec Émile Trottier, maire d'Hennebont, ici, et puis évidemment il y a aussi une dimension symbolique et assez touchante avec le don qui a été fait par les enfants de Monsieur Le Déaut, puisque cette représentation de la ville revient
d'une certaine façon à la ville. Hein. Donc la ville va s'engager et réfléchir en ce moment à un dispositif pour pouvoir le montrer de façon pérenne auprès du public. C'était d'ailleurs un souhait des donateurs, hein, donc la ville va le respecter. Il faut juste qu'on trouve un petit peu comment on le place et comment on l'arrange. Vous voyez qu'il est très très grand. Donc c'est quelque chose auquel on est en train de réfléchir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a changé de lieu, on est au sein de la salle de lecture des archives municipales, au centre socioculturel, pour vous parler d'un peintre, Jean-Bertrand Pégot-Ogier, qui a vécu de 1877 à 1915, donc un peintre qui a marqué l'histoire de la ville. Alors à la fin du 19e siècle, on sait que la Bretagne est une terre de peintres, qu'elle attire, puisque différents peintres viennent s'installer. On pense notamment à l'école de Pont-Aven, qui viennent travailler et représenter la Bretagne pittoresque et sauvage. Mais il y a également des peintres locaux. C'est le cas, on pense à Jean-Julien Lenormand ou encore Mathurin Méheux. Et à Hennebont, nous avons Jean-Bertrand Pégot-Ogier. Alors Jean-Bertrand Pégot-Ogier aurait très bien pu ne pas être à Hennebont, puisqu'il est originaire d'une famille qui vient de Saint-Gaudens près de Toulouse, et son grand-père avait dû s'exiler au milieu du 19e siècle en Espagne, car il était opposant politique à Louis-Napoléon Bonaparte. Et c'est en Espagne que la famille va s'installer. Son père est un intellectuel, un homme d'affaires, enfin quelqu'un qui fréquente des milieux éclairés, et il va venir s'installer en 1879 à Hennebont. Il fait l'acquisition de la Villa Bellevue, qui surplombe le Blavet. Alors l'emplacement existe toujours, la maison a été remplacée par un bâtiment, par une villa des années 60. Lorsque vous partez sur la route de Port-Louis, vous quittez Hennebont, lorsque vous avez franchi vous êtes passé sous le viaduc, à un moment il y a un embranchement, vous continuez vers Port-Louis ou vous remontez de l'autre côté vers la zone industrielle, c'est dans cet angle-là que se trouvait la villa Bellevue. Eugène Pégot-Ogier est déjà quelqu'un qui est versé dans les arts, puisque notamment il a réalisé des peintures sur les portes de la Villa Bellevue, qu'on connaît parce que certaines sont dans des collections. La ville d'Hennebont a la chance d'en posséder également, qui ont été généreusement données par le descendant de la famille Pégot-Ogier. Donc Jean-Bertrand et son frère vivent dans un milieu cultivé et qui s'intéresse aux arts. Les deux frères vont faire leurs études à Hennebont, puis puis au lycée de Lorient. Jean-Bertrand, il passera son bac, il l'aura à 16 ans, et il se lance peu à peu dans une carrière de peintre. Alors, petite anecdote, il est également fondu de cyclisme, de course de vélo. Il en fait de nombreuses, en décrochant parfois des palmarès. Donc il faut savoir que le début du XXe siècle, c'est la naissance du Tour de France. Donc c'est intéressant de voir aussi que, on peut avoir des pratiques culturelles et des pratiques sportives au début du XXe siècle. Jean-Bertrand fait quelques expositions dans la région. À différents endroits, que ce soit à Lorient, également à Nantes, où il présente quelques-uns de ses dessins et de ses toiles. Il rencontre aussi un autre peintre fameux, Pierre Bertrand, qui sera d'abord son élève, puis ensuite son ami. Donc tout doucement, il se met dans un bain de culture et dans un bain artistique. En 1895, son père meurt. En 1902, à 56 ans, c'est au tour de sa femme, Madame Fitzgerald. La pierre tombale d'Eugène et de sa femme existe toujours. Enfin, la tombe existe toujours. Elle est au cimetière du centre à Hennebont. On peut tout à fait la voir. Ces événements, semble-t-il, déclenchent chez Jean-Bertrand des soucis de mélancolie et de tristesse. C'est un personnage qui semble assez torturé et assez sensible
Enfin, c'est du moins ce que révèlent ces événements. Il va commencer à partager sa vie entre Hennebont et Paris. À Paris, il essaie de se relier, de se mettre dans les réseaux artistiques pour pouvoir en vivre, que ce soit avec les éditeurs, avec les journaux, notamment. Il va être l'auteur en 1910 d'une célèbre série de lithographies sur les inondations de Paris, qui seront montées dans le journal Le Breton de Paris. Donc il s'essaie au croquis et au dessin d'illustration. Il va un petit peu avant, en 1905, épouser une jeune musicienne, qui est Marie-Joséphine Ross. Alors elle est d'origine autrichienne, ce qui fait qu'à Hennebont, ça ne se passe pas très bien. On a des échos comme quoi ce mariage n'est pas très bien perçu par la bonne société hennebontaise. Et peu à peu, devant ces problèmes financiers, Jean Bertrand va plutôt essayer de faire carrière en région parisienne, tout en restant extrêmement fidèle à la Bretagne, qui est un des thèmes principaux de sa peinture, mais qui est également au cœur de ses sociabilités, puisqu'il va être membre, un secrétaire de l'association des Morbihanais de Paris, puis ensuite de l'association des Bretons de Paris. Donc il fait de fréquents voyages en Bretagne, notamment il va s'installer et travailler au Far West, où il attirera d'ailleurs l'attention sur l'état du Jubé de Saint-Fiacre. Donc tout en restant à Paris, eh bien, il reste très lié à sa région d'origine, qu'il va évidemment représenter de multiples façons, que ce soit en matière de paysages, mais également des scènes plutôt pittoresques. Je pense notamment à beaucoup de représentations de danse bretonne. La ville d'Hennebont a la chance de conserver, avoir fait acquisition d'un dessin préparatoire à son tableau danse bretonne. On a également des représentations de Merlevenez, qu'on a juste ici. On a également des représentations, un tableau ici qu'on appelle, enfin pas un tableau, pardon, un dessin qu'on appelle l'élégante au chapeau vert, qui est probablement un portrait de sa femme, qu'il surnommait affectueusement le Lipon. C'était son petit nom, et qu'il a représenté de façon extrêmement importante. Il a des difficultés financières, donc il va vendre tous ses meubles de la villa Bellevue, il va trouver un locataire et il va presque définitivement s'installer sur Paris. Il a quand même, je vous le disais, des échos, des relations avec Lorient, puisqu'il va créer une école de dessin à Lorient. Il va également être vice-président de la société lorientaise des Beaux-Arts. Donc on voit toujours cet échange qui se fait entre la région et Paris. Évidemment, malheureusement, comme beaucoup de jeunes hommes de cette période, il est rattrapé par la guerre, il est mobilisé au 88e régiment d'infanterie territoriale, je crois, de Lorient, et il part se battre avec les Bretons. C'est la formule qui est utilisée dans l'Aisne. Et alors il ne cesse pendant la guerre, il le dit dans ses lettres, de croquer, de dessiner, même sans couleur. Il prépare des pages et des pages de feuilles qu'il espère transmettre à un éditeur, à un graveur, pour pouvoir continuer son activité. Malheureusement, le 2 octobre 1915, à Moulins-sur-Touvent, il est touché par un éclat d'obus et il meurt. Donc c'est la fin, à 38 ans, de la vie du peintre Jean-Bertrand Pégogier. Aujourd'hui, vous trouvez son nom sur le monument aux morts. Il est mentionné en tant qu'aspirant, donc un personnage qui a marqué l'histoire de la ville. Alors à Hennebont, pour voir ses œuvres, vous en avez dans différents musées. Je pense au musée du Far West qui en 2015 lui a consacré une exposition, qui a également réalisé une édition. Si vous vous intéressez à Pégogier, voilà l'ouvrage que vous pouvez consulter. Il est en salle de lecture des archives municipales, et puis je pense qu'il doit y avoir un exemplaire également à la médiathèque. Donc un peintre reconnu. À Hennebont, nous avons quelques-unes de ses œuvres. On va parler tout de suite de celle qui est ici. On a beaucoup de dessins. La ville d'Hennebont met en place modestement des acquisitions, notamment de dessins, ce qui fait un peu écho avec les acquisitions qui se font pour l'Artothèque, qui sont sur de l'estampe et du multiple. Donc on a quelques dessins de Jean-Bertrand Pégogier, et puis on a cette toile extrêmement intéressante, puisque c'est la seule peinture d'histoire de
de la ville, la seule peinture d'histoire réalisée par Jean-Bertrand Pégogier. Elle illustre les grandes grèves d'Hennebont en juillet 1903. Rapidement, à cette époque-là, on va avoir la suppression de la prime pour le nettoyage des fours aux forges d'Hennebont le dimanche. Il va y avoir une mobilisation, 40 jours de grève avec des échauffourées, avec des attaques sur les gendarmes qui sont à cheval, les vitrines également en ville qui sont touchées. On a 2000 personnes qui manifestent dans les rues, donc ça marque énormément l'histoire des forges, mais aussi l'histoire de la ville. Et c'est le tableau que nous avons représenté ici, qui est extrêmement intéressant. Alors, il est titré et signé La Grève, Hennebont, juillet 1903, Jean-Bertrand Pégogier. Et l'on y voit la foule qui avance avec dans des teintes assez sombres et avec quelques pointes de rouge. Alors on a une espèce de grand drapeau rouge évidemment qui est le symbole, on va dire, de la Révolution. On a ces personnages qui semblent un petit peu être éclairés. Alors c'est intéressant cette teinte rouge parce qu'elle peut faire penser aussi à l'éclairage que peut produire un four de forge. Alors est-ce qu'il a voulu mis cet élément-là? C'est assez difficile de savoir. On voit des personnages donc qui brandissent des drapeaux, une foule qui avance. On a des femmes qui sont au premier plan avec une ici avec son costume traditionnel. On en voit une seconde qui porte son enfant et qui en tient un autre à la main. Et puis devant, vous avez ce qui semble être des gendarmes avec leurs pantalons rouges, leurs sacs et puis donc qui escorteraient. Il y a un cheval ici qui escorterait les manifestants. Vous en avez d'autres qui se trouvent de l'autre côté. Donc un dessin extrêmement intéressant. Alors il est difficile à localiser. Moi j'aurais presque envie de voir ça sur les quais. Sur le quai, ce qui est aujourd'hui le quai du Pont-Neuf, mais là c'est difficile à voir. On a un mouvement qui se fait effectivement dans ce sens-là. On voit qu'on part dans la perspective, on a vraiment cet effet de défilé, et il a fait un contraste entre cette partie-là où les gens sont très statiques, très ordonnés. On est avec les soldats, on est avec qui sont là pour assurer le service d'ordre. Et puis derrière, vous avez cette foule disparate avec ses bras, ses mains, etc., qui sortent et qui montrent l'agitation de la foule. Donc c'est une œuvre extrêmement intéressante. Elle est beaucoup moins colorée et lumineuse que vont être ces portraits de paysages, mais peut-être a-t-il ainsi voulu montrer l'intensité et d'une certaine façon le drame qui se joue dans la nuit, les manifestations. On est en juillet, donc en juillet généralement il y a de la lumière et on va dire il fait jour tard, mais là lui il est resté dans cette dimension assez sombre qui effectivement est là, je pense, pour augmenter la tension dramatique de cet événement. Donc voilà pour cette rapide présentation, c'est une huile sur toile. La ville en a fait acquisition en décembre 1985, donc elle est visible en salle de lecture quand celle-ci est ouverte. Voilà, c'était cette présentation de Jean-Bertrand Pégogier, un peintre hennebontais, né en 1877 en Espagne à Salamanque et mort au front en 1915 au cours de la guerre 14. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un personnage lié à l'histoire d'Hennebont et il s'agit cette fois-ci d'Auguste de Laval, qui est né en 1875 et qui meurt à Hennebont en 1962. Auguste de Laval est un architecte qui, on va le voir, a une carrière extrêmement importante. Il n'est pas né à Hennebont, il est né à Nevers, donc en 1875. Il est lié à la ville tout simplement par son mariage, puisqu'en 1909, il épouse Alice Lambert qui fait partie de la famille de Bruyère, dont on connaît le personnage le principal, qui est Anaïs de Bruyère, celle qui va fonder la poterie à Hennebont, toujours en cette fin du 19e siècle. Alors, c'est un personnage qui fait des études d'architecte à Paris et qui va très vite se tourner vers l'Extrême-Orient. Depuis la fin du 19e siècle, la France s'est installée en Indochine et lui, il va y faire de fréquents passages. Il y fera à peu près 4 séjours, en 1905, en 1909,
en 1923 et le dernier en 1927. Et à chaque fois, eh bien, ce sera l'occasion de travailler sur l'architecture, de faire des dessins et surtout de réaliser énormément d'aquarelles et de gouaches dont la ville peut s'enorgueillir de les avoir dans sa collection. Hein, depuis en 1984, une acquisition a été faite de ces œuvres d'Auguste de Laval et eh bien on a tous ces dessins toutes ces gouaches et ces aquarelles qui concernent ses voyages en Extrême-Orient, mais également des représentations de sa région natale autour de Nevers, quelques éléments de Marseille, on en parlera de la région marseillaise, on en parlera plus tard, et puis bien sûr des représentations d'Hennebont et de la Bretagne, hein, je pense notamment à les vues du Perello ou du Pouldu. Son premier voyage pas son premier voyage, hein, c'est en 1909, hein, lorsqu'il obtient son diplôme DPLG, hein, donc d'architecte diplômé par le gouvernement. Il part en famille avec Alice Lambert à Hué, où il va s'installer. Ensuite, il y retourne en 1922, et là, il y va pour préparer l'exposition coloniale de Marseille, pour laquelle il va réaliser un palais indo-chinois, hein, notamment avec la construction et la conception de 45 pavillons, et une copie du bâtiment central d'Angkor Wat. Alors là, on a aussi la chance aux archives municipales eh bien, de posséder un album de photos qui présente des photographies de cette exposition à Marseille, hein, qui a quand même coûté 3 ans de travail. Il a supervisé une douzaine de dessinateurs. Donc on conserve des photographies de cette exposition à Marseille. Et pendant un temps, il s'est installé du côté en Provence, avec sa femme. Hein. Il a même dessiné à cette époque-là un portrait de Camille Saint-Saëns, le compositeur, hein, à peine 15 jours, je crois, avant le décès de celui-ci. Il semblerait que sa femme Alice était musicienne et qu'ils auraient eu des liens avec le musicien. En 1923, il retourne en Indochine. Là, c'est pour préparer la grande exposition des arts décoratifs de Paris, qui aura lieu en 1925. Hein, c'est elle qui va donner naissance au terme art déco. On l'avait déjà évoqué lorsqu'on a évoqué l'architecture des arts décoratifs sur Hennebont. Je vous mettrai le lien pour la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et là, eh bien, il va réaliser le pavillon de la Cochinchine, hein, donc un ensemble aussi où il montre eh bien, de sa dextérité en matière de dessin pour évoquer eh bien, ces colonies de l'Asie. Il repart en 1927, c'est son dernier voyage, où là il va œuvrer à énormément de constructions, notamment à le lycée de Hanoï. Alors il avait déjà travaillé sur les plans en 1914, mais la guerre l'avait interrompu. Et les travaux ne reprennent qu'en 1928. Il va également travailler pour plusieurs musées, hein, le musée de la civilisation Cham, mais également le musée national d'histoire Ho Chi Minh Ville. Il va aussi travailler sur des temples, comme le temple du souvenir annamite. On a hein, la chance d'avoir, je vous disais, dans cette collection de gouaches et d'aquarelles, des représentations de ces lieux, et qui sont aussi parfois... Hein, on a l'impression d'une extension de ces dessins de travail. Après presque 15 ans à naviguer entre la France et... presque 15 ans à travailler en Indochine, hein, et à passer évidemment de France à l'extrême-orient, eh bien il revient à Hennebont, hein, en 1934, il prend sa retraite et il va s'installer dans la maison qui lui appartient, qui est sur les quais. Alors aujourd'hui, c'est place Porte d'en Bas, à l'endroit où il y a à peu près le parking. Hein. Vous aviez une série de maisons qui étaient ici, qui ont été détruites lors des bombardements, et c'est là où il va s'installer avec sa femme. À propos de la guerre, justement, ils vont devoir héberger dans leur chambre des soldats allemands. Ils vont finalement s'exiler vers Nevers, qui est la terre natale d'Auguste de Laval, et malheureusement, la ville sera entièrement détruite par les incendies causés par les bombardements d'août 1944. Et lorsqu'ils reviennent à Hennebont dans les années 50, eh bien, ils vont s'installer du côté de la cité des Haras, pas loin d'ici, hein, rue Paul Langevin.
J'avais oublié de le préciser avant, mais pendant la guerre 1914, hein, il est affecté au 88e régiment de l'armée coloniale, qui est basé à Lorient. Parmi les autres anecdotes de son histoire, eh bien, il le rapporte lui-même hein, dans le journal Ouest l'Éclair, ils ont accueilli en vacances chez eux la future impératrice qui sera l'épouse de Bao Dai. Hein, elle deviendra impératrice en 1934 et elle est venue chez eux puisqu'ils connaissaient la famille et on a eh bien, la relation de cette visite et puis quelques photographies de la jeune femme dans le journal. Il meurt donc, on l'a vu, en 1962. Il est enseveli dans le cimetière du centre, hein, dans la grande concession, la grande tombe hein, de la famille Bruyère. Hein, donc voilà, donc c'était un peu rapide, parce que c'est un personnage évidemment extrêmement beaucoup plus complexe que cela. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller regarder le livre qui a été fait par Jacques Guilchet, hein, l'ancien archiviste de la ville, où il revient sur la biographie d'Auguste de Laval, et puis il en profite effectivement pour nous présenter quelques-unes des photographies qui faisaient partie de la collection familiale, donc ça nous permet d'avoir une vue aussi sur cette vue au sein quelle était cette vue dans le monde colonial du début du XXe siècle. J'essaie de vous chercher une vue d'Hennebont. Évidemment, je n'en trouve pas. Hein, mais si vous avez, voilà, ici, hein, la vue des quais, on reconnaît le pont de pierre qui s'est construit pendant la guerre, et puis derrière, vous avez une série de maisons, ici l'hôtel de Mauduit, et puis une des maisons, ça doit être celle-ci, qui était la maison de la famille de Laval. Voilà, donc ce livre, hein, vous le trouvez sans problème en salle de lecture des archives communales, hein, qui sont ouvertes aux horaires habituels et auxquels vous avez accès. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.